tous. Donc, on voulait faire un petit focus sur le ligament un peu oublié du genou, qui est le ligament croisé postérieur. Dans notre pratique, c'est vrai qu'on est un peu perdu quand on a affaire à un croisé postérieur, sur les attitudes, le diagnostic. Donc, je pense que c'était bien de parler un peu du ligament croisé postérieur, qui est un ligament qui reste quand même essentiel dans la fonction du genou. Donc c'est le ligament oublié parce que le diagnostic est difficile et la tolérance au final est assez relative. Il concerne quand même 20% des lésions ligamentaires du genou. C'est pour rappel un frein postérieur principal et donc une rupture du croisé postérieur entraîne quand même un dysfonctionnement majeur. Juste au rugby, il faut savoir quand même que ces lésions sont rares comparativement aux lésions méniscales et aux ligaments croisés antérieurs, deux pathologies que les gens connaissent très bien maintenant. Le croisé postérieur est plus rare, mais ça arrive. Il faut savoir comment évolue une rupture du croisé postérieur. Suite à la rupture, il y a une phase d'adaptation fonctionnelle qui est entre 3 et 1 an et demi, mais qui peut évoluer vers après de la douleur et de l'instabilité. Donc lorsque le diagnostic est fait, il faudra vraiment faire un vrai travail de renforcement du quadriceps pour éviter d'avoir ces symptômes. Puis selon la qualité obtenue du quadriceps, il y a une phase de tolérance fonctionnelle qui est plus ou moins longue, de 15 à 25 ans, mais on observe des altérations cartilagineuses par troubles cinématiques du genou. Et puis à plus long terme, c'est quand même des gens qui évoluent vers de l'arthrose, surtout s'il y a eu ces épisodes d'instabilité non traités, et qui correspond quand même à 25% des cas. C'est une arthrose un peu particulière qui touche surtout la fémoro-patellaire, mais également la fémoro-tibiale interne, plutôt une usure antérieure, contrairement aux laxités chroniques antérieures, et une bascule en varus. C'était très bien décrit par Henri Dejour. Alors, quand faut-il suspecter une rupture du croisé postérieur? En aigu, ça ressemble à un gros genou traumatique, peu douloureux. Il y a souvent une grosse hémarthrose, contrairement au croisé antérieur, parce que le croisé postérieur est très vascularisé. Et au final, il y a peu d'instabilité si la lésion s'avère isolée. Souvent, ça passe inaperçu. Et en chronique, c'est des patients qui viennent nous voir avec surtout des genoux douloureux et un vrai syndrome rotulien par surpression rotulienne. L'instabilité est plus rare, c'est des instabilités plutôt à la décélération de course, voire dans les escaliers. Et donc c'est très important de refaire l'histoire. Et globalement, on est assez averti quand c'est des gens qui ont eu un accident de la voie publique, le fameux syndrome du tableau de bord, où souvent c'est dans le cadre des polytraumas. Donc globalement, c'est des gens qui ont eu des fractures du fémur ou des fractures du cotyle. Et globalement, en urgence, le chirurgien fait à l'essentiel, il s'occupe de réduire et de stabiliser les fractures. Et on oublie en fait le testing ligamentaire. Et le diagnostic après passe complètement inaperçu. L'examen clinique est au final assez simple, mais au final on peut passer à côté. On recherche bien entendu le tiroir postérieur, donc on peut avoir un tiroir postérieur spontané, c'est beaucoup plus vrai dans les laxités chroniques qu'en aigu. Donc c'est ce qu'on appelle un avalement spontané de la tubérosité tibiale antérieure, qu'on peut démasquer, voire aggraver avec la contraction des ischio-jambiers, ce qu'on appelle le postérieur SAG. Bon, forcément, quand on a une image comme à droite, on peut rarement passer à côté. Après ce tiroir postérieur, il faut en évaluer la gravité. Donc, ça s'appelle le step-off. Donc, vous avez la classification sur votre gauche. Donc, globalement, l'idée est de palper le rebord antérieur du plateau tibial interne. Et normalement, il est en avant du condyle interne. Il doit y avoir une petite marge d'escalier. Normalement, il doit être en avant d'à peu près 1 cm. Donc ça, c'est le stade normal. S'il est à quai, on est sur un grade 1 voire 2. Et puis bien entendu, s'il est en retrait, c'est-à-dire si le condyle interne est en retrait ou en avant par rapport au plateau tibial, nous sommes sur un stade 3, ce qui correspond à l'avalement de la tubérosité tibiale antérieure que je vous ai montré. Bien entendu, c'est un examen comparatif. Voilà, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent avoir des avalements de TTA bilatérales de manière constitutionnelle. Donc c'est une anomalie, bien entendu, asymétrique. Les pièges, parce qu'il y en a. Bien entendu, confondre une réduction du tiroir postérieur avec un gros tiroir antérieur. Forcément, si le tibia part vers l'arrière, si vous réduisez le tiroir, vous aurez l'impression d'avoir un gros tiroir antérieur, mais en fait, vous ne faites que réduire le tiroir postérieur.
Et puis c'est différent d'un Lachman. Je vous rappelle que le Lachman, il y a un arrêt mou. Là, vous aurez un arrêt dur retardé. Et puis c'est important d'avoir un examen comparatif, encore une fois de plus. Et puis il faut faire très attention de ne pas passer à côté de lésions périphériques associées. Voilà. Si vous faites le diagnostic de rupture du croisé postérieur, c'est déjà très bien. Vous avez fait que la moitié du chemin. Il faut à tout prix éliminer des lésions, des ligaments collatéraux. Parce que ça change tout à fait le diagnostic et la prise en charge. Donc il faut y penser devant le trop beau tiroir, c'est-à-dire un gros tiroir postérieur. Et puis il faut tester les tiroirs postérieurs en rotation neutre, mais également en rotation externe ou en rotation interne pour voir si ce tiroir est augmenté. Bien entendu, tester les laxités frontales. Et puis regarder les axes en charge, notamment sur une laxité postéro-postérolatérale en chronique, c'est des gens qui vont se décoapter en varus. Donc ça, c'est les deux gros pièges. Une fois qu'on a suspecté le diagnostic clinique, on est aussi aidé par l'imagerie. Donc les radios simples déjà parfois peuvent nous aider. Alors il y a la fracture avulsion d'une rétrospinale qui témoigne d'un arrachement osseux du ligament croisé postérieur, assez rare, mais qui peut se voir. On peut avoir des tiroirs, des tiroirs postérieurs spontanés, voire de l'arthrose. Et puis il faut penser donc à la vue axiale de Poudou-Chamba, qui est une vue un peu particulière qui permet d'évaluer le tiroir postérieur sur des incidences fémoro-patellaires. L'IRM en aigu très utile, forcément. En chronique, c'est un faux ami. Parce que voilà, vous avez deux images que je vous ai trouvées à gauche en aigu, et en chronique, on a des ligaments croisés postérieurs parfaits, qui apparaissent parfaits. Voilà, parce que le ligament croisé postérieur cicatrise, mais il a cicatrisé en tiroir postérieur, donc une IRM normale n'exclut pas du tout une laxité postérieure sur une rupture du croisé postérieur ancienne. Voilà. À noter que par exemple l'image la première image de gauche, vous voyez très bien la rupture au pied du croisé postérieur, et à droite une cicatrisation parfaite de ce même croisé postérieur, mais en avant de sa surface native rétrospinale. Donc c'est un croisé postérieur qui n'est plus du tout isométrique. Donc méfiez-vous de l'IRM. Voilà. On peut diagnostiquer des croisés postérieurs en chronique avec des IRM supposées normales. Ce qui nous aide beaucoup, c'est bien entendu les imageries dynamiques comparatives avec le télos, voilà, exactement comme le croisé antérieur. Cette fois, ça sera un télos qui sera fait à 90 degrés de flexion en tiroir postérieur. Et il y a une alternative, si on n'est pas équipé du télos, on peut faire des clichés comparatifs sans et avec contraction des ischio-jambiers. Voilà. Et donc, par la mesure du rebord postérieur du plateau et du condyle, on évalue la différentielle, et c'est une différentielle entre deux genoux. Hein. Ce n'est pas une valeur absolue, hein. Il faut avoir une étude comparative. À partir de ça, on peut classifier de quel type de rupture du croisé postérieur on a affaire. Donc il y a le grade 1, qui correspond à une déchirure en plein interstitiel. Donc on a souvent une différence de laxité de moins de 5 mm. On a le grade 2, qui est la rupture totale, donc on est entre 5 et 10. Et la rupture totale, avec plus ou moins une atteinte périphérique, on a souvent des laxités de plus de 10 mm. Et on peut avoir des ruptures isolées à plus de 10 mm. Alors les indications chirurgicales, voilà, ça il faut bien que vous reteniez, c'est issu d'un travail quand même qui date de 2004, qui est toujours à jour. Les indications formelles, c'est les laxités postérieures combinées, voilà, typiquement une atteinte du croisé postérieur avec un plan postéro-latéral ou un plan postéro-interne. Globalement, ça ne se discute pas, il faut opérer le croisé postérieur pour recentrer le genou et pour réparer les plans périphériques sur un genou centré. Et les grosses laxités postérieures, grade 3, si vous avez une différentielle de plus de 10 mm sur les examens complémentaires, il faut opérer ce croisé postérieur, sans hésiter. Les tendances, globalement les grades 2, en aigu, si on a affaire à une demande fonctionnelle importante, s'il y a déjà une lésion méniscale aiguë, sportive de haut niveau, ça doit se discuter. Et en chronique, tous les ligaments croisés postérieurs, qui évolue vers des douleurs fémoro-patellaires, voire une instabilité, après échec de la rééducation, bien entendu. La particularité de la chirurgie du croisé postérieur.
Alors, il faut savoir que c'est une chirurgie, vous vous doutez, beaucoup plus difficile que la chirurgie du croisé antérieur, surtout quand on les prend en chronique. C'est plus difficile parce qu'il y a moins de cas, donc on s'entraîne moins. Donc voilà. Il y a une conservation qui doit être maximum du tissu cicatriciel. Donc quand on a affaire, vous avez vu, à un beau croisé postérieur qui a cicatrisé, alors peut-être pas de manière isométrique, mais il faut essayer de le conserver. Il ne faut pas tout enlever. On est vraiment dans la conservation du croisé postérieur. Donc il faut faire une dissection soigneuse, donc il faut bien connaître l'anatomie, bien maîtriser l'arthroscopie. Il faut avoir une bonne expertise de l'arthroscopie du genou, parce que c'est des installations complexes. Il faut maîtriser les voies d'abord postérieures d'arthroscopie. Voilà, pour un croisé antérieur, on n'a pas besoin d'aller voir derrière. Pour un croisé postérieur, il va falloir faire des voies d'abord postérieures. Et il y a un risque vasculo-nerveux. Il y a quand même une proximité des vaisseaux et des nerfs au niveau du cropoplité. Et l'arrivée du tunnel en rétrospinal va être juste à côté. Et donc, il y a un risque quand même pas négligeable d'avoir des soucis vasculo-nerveux. Et puis, un piège très important, lorsqu'on décide d'opérer un croisé postérieur, il faut surtout vérifier la réductibilité du tiroir. Donc voilà, donc c'est le boulot du chirurgien de faire une bonne prescription pour le kiné, pour lui dire de bien travailler la réductibilité. Voilà, parce que si on a affaire à un tiroir fixé, forcément, mettre une greffe et pas réduire, ça va servir à rien. Donc la réductibilité pré-op est indispensable. Alors un dossier que j'avais opéré l'année dernière, donc c'est rare, mais c'est l'arrachement rétrospinal. Donc vous voyez qu'il avait ce patient avait un arrachement, donc comme une fracture, du massif sur lequel s'insère le ligament croisé postérieur. Et donc maintenant avec des systèmes de boutons qu'on utilise pour les disjonctions acromioclaviculaires, on peut arriver sous arthroscopie à replaquer par un tunnel le fragment et donc permettre une bonne consolidation osseuse de l'insertion du croisé postérieur, ce qui donne au final des très bons résultats sur la laxité. Mais ça reste exceptionnel, les arrachements, c'est pour ça que je vous ai montré ce cas. Pour les greffes, alors globalement c'est des autogreffes en première intention. Le cahier des charges peut avoir une greffe longue, voilà, il y a plus de chemin qu'un croisé antérieur, donc il faut pas mal de longueur, c'est pour ça que le Kenneth Jones pour le croisé postérieur n'est pas très adapté. Il faut un bon calibre, une fixation solide. Le choix, globalement, il y a deux grandes possibilités, soit les ischio-jambiers, ce qui reste globalement pour moi la greffe de première intention. C'est assez logique de prendre les ischio-jambiers, sachant que les ischio-jambiers ont un effet délétère sur le tiroir postérieur. Mais il faut s'assurer d'une bonne fixation, parce que c'est à peu près même qu'au croisé antérieur, c'est la faiblesse des ischio-jambiers, donc il faudra faire des fixations adaptées. Et puis il y a le tendon quadricipital, très bonne fixation, solide, mais on touche à l'appareil extenseur, ce qui n'est pas très logique quand on a affaire à une laxité postérieure. Et c'est une greffe qui est plus grosse, donc plus difficile à passer. Les alternatives, il faut juste savoir qu'il y a le ligament synthétique. Donc ça, c'est le traitement de choix en aigu, donc moins de 6 semaines. Parce que voilà, le croisé postérieur cicatrise, donc si on met un ligament synthétique en tuteur, il va cicatriser en bonne position. Et en plus, c'est assez facile à faire, puisqu'il n'y a pas besoin de dissection, ça se passe assez facilement. Et puis les allogreffes, en seconde intention, surtout quand on a affaire à des réparations multiligamentaires, ça peut être très utile. Mais retenez autogreffe, plutôt ischio-jambier pour réparer un croisé postérieur. Le tunnel tibial, c'est le temps le plus technique, parce qu'il y a des risques vasculo-nerveux. Il faut faire des voies d'abord postérieures pour s'exposer la zone de sortie. Voilà, il faut bien contrôler visuellement la sortie du tunnel pour être sûr d'être safe pour les vaisseaux. Et puis en plus, il y a ce qu'on appelle le killer turn, c'est-à-dire quand on va passer la greffe du tibia au fémur, il y a un virage à plus de 90 degrés. Et donc si on ne fait pas de voie d'abord postérieure, il y a une difficulté de passer la greffe. Donc les voies d'abord nous aident à faire monter la greffe. Il faut des viseurs spécifiques, l'amplificateur de brillance est très utile. Il faut être bien postérieur, voilà, c'est souvent l'erreur technique parce que les gens s'exposent mal ou ne font pas les voies d'abord postérieures et donc ils font des tunnels trop antérieurs. Et donc c'est un croisé postérieur qui ne sert pas à grand chose parce qu'il n'est pas isométrique. Tunnel fémoral, plus facile, on se positionne au centre du reliquat du croisé postérieur. Deux techniques, soit on fait de dedans en dehors, soit de dehors en dedans pour la visée fémorale.
Enfin, la particularité de la rééducation. Donc, soit c'est lors du traitement conservateur, soit du traitement de la rééducation après la chirurgie. En gros, je vous ai résumé, il y a 3 principes. Tout d'abord, les mobilités. Faut voir que globalement, il y a une tension du croisé postérieur vers l'hyperextension ou au-delà de 90 degrés. Donc, il ne faut pas chercher d'emblée les amplitudes extrêmes. Donc, il faut globalement, même dans un traitement conservateur ou après une chirurgie, faire dans un secteur 0,90. Le principe numéro 2, ça vous le connaissez à peu près tous, il faut lutter contre la translation péjorative postérieure du tibia. Donc, il ne faut pas solliciter les ischio-jambiers, donc pas de travail de flexion active dans un premier temps. Et puis tout faire pour lutter contre la pesanteur du tibia. Donc, les attelles postérieures avec les valves, bien travailler le quadriceps et privilégier le décubitus ventral. Voilà. Vraiment, si les gens peuvent dormir sur le ventre, au début, c'est pas mal. Ou mettre un coussin sous le tibia. Et le principe numéro 3, l'appui est autorisé. Voilà, ça lutte contre le tiroir postérieur en stimulant le quadriceps. Il ne faut pas avoir peur de redonner l'appui à ces patients. Au final, en priorité, c'est y penser. Voilà. Toujours y penser devant un genou traumatique. Faut éliminer les lésions associées, car ça devient chirurgical. Il faut évaluer la sévérité de la laxité. Méfiez-vous du faux croisé antérieur. Ça c'est déjà vu, des croisés antérieurs opérés alors qu'il s'agissait d'une rupture du croisé postérieur. Voilà. Donc là, c'est tout faux. Connaître bien les indications chirurgicales et, voilà, et bien encadrer la rééducation. Je vous remercie.